Avant de voir avec Jean-Yves l'attitude des pouvoirs publics, faisons un tour vers le cancer avec vous, Jean-Paul Vernon, parce que vous connaissez bien, vous avez même fait un rapport sur le second ou le troisième plan cancer, je ne sais trop quoi. Voilà. Ce qui se passe aujourd'hui autour de l'hépatite C, ce qui se passe autour des médicaments contre le cancer, c'est exactement la même chose? D'abord, il faut rappeler que le problème du Glivec, par exemple, qui est un médicament magique, qui est un traitement ciblé qui permet aux malades ayant des leucémies myéloïdes chroniques, une maladie relativement rare, touchant à peu près 1000 nouveaux malades par an. Le scandale a explosé à propos du Glivec aux États-Unis en 2013, en avril, je pense, où un article dans la grande revue d'hématologie Blood est sorti, signé par une centaine d'onco-hématologues internationaux, une majorité d'Américains, républicains, démocrates, choqués par le prix scandaleux du Glivec. Le problème était que ce médicament, non encore génériqué de façon officielle, même s'il y a des génériques sauvages qui existent, aux États-Unis, à peu près 20 à 30% des malades ayant cette maladie mouraient. Mouraient parce que ce traitement très cher aux États-Unis, environ $80 000 par an, et quand on vit grâce à ce médicament, on peut vivre 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 40 ans peut-être, à condition de le prendre tous les ans. Or, ce médicament est là depuis la fin des années 90 et la licence est toujours en cours. Il n'est pas généricable actuellement, donc ça fait plus de 15 ans que ça dure cette affaire. Or, les Américains mouraient pourquoi? Parce que soit ils n'étaient pas assez riches pour avoir une assurance privée, soit ils étaient trop riches pour bénéficier de Medicaid, Medicare, et voilà. Et donc, c'est la population à laquelle est intéressé Obama lorsqu'il a voulu réformer les choses. Eh bien, les malades mouraient parce qu'ils se tapaient, eux, de pleine face, le prix facial de 70 ou 80 000 $ par an. Et ils ne pouvaient pas. Et donc, ils mouraient. Alors, quand c'est en Afrique que ça se passe, ça ne gêne pas trop les onco-hématologues américains, mais que ça se passe aux États-Unis, c'était extrêmement choquant. Donc, ils ont publié ce papier. Voilà. Donc, le Glivec. Alors, il faut savoir que en France, on n'en a pas beaucoup parlé, parce que c'est 1000 nouveaux malades par an, c'est un truc qui passe en douceur. C'est pas comme le sofosbuvir touchant 230 000 malades, 200 000 malades d'un seul coup. Donc, on n'en parle pas. Mais il faut savoir qu'en France, il y a 350 000 nouveaux cas de cancer par an. Et que nous allons de plus en plus avoir de traitements efficaces, peut-être pas aussi efficaces que le Glivec, mais efficaces pour un grand nombre de ces patients. Il faut savoir qu'il y a 800 à 900 molécules qui sont dans le pipe, comme on dit, qui sont là, sur lesquelles des labos travaillent et qui vont arriver un jour ou l'autre pour un grand nombre d'entre elles. On peut estimer probablement que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, il y aura 10 ou 15 nouvelles molécules ciblées par an. Le problème, c'est que ces molécules vont être utilisées pour un nombre relativement mineur de malades. C'est-à-dire que le cancer, je prends par exemple le cancer du poumon, 60-70 000 malades par an. C'est un cancer. Voilà, il y a 2 ou 3 sortes de cancers. En gros, on traite tout le monde de la même manière. Mais maintenant, grâce à la biologie moléculaire, on va séquencer la tumeur et on va trouver une anomalie moléculaire chez 1000 ou 2000 des 70 000 malades en question. Et puis une autre anomalie moléculaire. C'est-à-dire que le cancer du poumon va devenir une somme de maladies orphelines à traiter avec le prix que tu nous as montré tout à l'heure des maladies orphelines. C'est-à-dire qu'il faut prévoir dans les années qui viennent des médicaments. Alors c'est vrai qu'un certain nombre de médicaments ciblés sont peu efficaces et ça ne sert à rien de prolonger l'agonie d'un malade d'1 mois ou 2. Mieux vaut utiliser les soins palliatifs. Mais beaucoup de ces médicaments ciblés vont être très efficaces. Et le drame va être que une même tumeur, on va trouver, pour éviter les résistances, on va utiliser dans une même tumeur 2 cibles différentes, 3 cibles différentes, comme ce qu'on va faire dans l'hépatite C, comme ce qu'on fait avec la trithérapie dans le sida. C'est-à-dire que le prix va être absolument dramatique. Donc, il faut qu'on trouve une solution. Je ne sais pas quelle est cette solution. Nous allons en discuter, je pense. Et il faut qu'on avance. Ce que je peux dire, c'est que le vrai problème, c'est quand on attaque l'industrie sur le fait que le prix ne correspond absolument pas à la recherche au développement. Ils ne peuvent plus nous raconter d'histoire, l'industrie.
il y a 5 ans, 10 ans, il nous disait, vous ne vous rendez pas compte, mon pauvre monsieur, on part de 1000 molécules, et puis on arrive à une. Alors, c'était un peu vrai, c'est-à-dire qu'à l'époque, on faisait un screening complètement au hasard pour trouver de nouveaux médicaments. Par exemple, dans le cancer, on cultivait des cellules de cancer, puis on essayait un produit, un deuxième produit, des extraits de champignons, des extraits de plantes. Voilà, on testait des trucs. Et puis, il y en a une qui marchait à ce moment-là. La recherche, à l'époque, coûtait beaucoup, attention, 5% du chiffre d'affaires. Ce n'est pas énorme, quand on voit que le marketing, c'est 25%. Et que les bénéfices à redistribuer aux actionnaires, c'est 15 à 25%. Enfin, c'était 5%. Et puis le développement aussi, mon pauvre monsieur, vous ne vous rendez pas compte, le développement, cette molécule, il faut qu'on la teste en double aveugle. Si c'est une nouvelle statine, c'est vrai, on va tester contre le Crestor. Alors ça va être des milliers de malades, double aveugle, c'est compliqué, c'est long. Là, ça va très vite. Ça va très vite, pourquoi? Parce que premièrement, la recherche, elle va vite. On donne à l'industrie les cibles à détruire. C'est-à-dire que c'est la recherche institutionnelle qui, dans les labos, en France, l'INSERM, les universités aux États-Unis, qui va dire, voilà, on a trouvé telle cible dans tel cancer du poumon, messieurs des laboratoires, soyez gentils, trouvez la flèche qui va atteindre cette cible. On ne travaille plus au hasard, ça va vite, la recherche. D'autre part, le développement va également vite, parce que quand une molécule marche, supposez un cancer dont tout le monde meurt en 1 an, si vous faites un essai phase 2 et qu'au bout d'1 an, 8 malades sur 10 sont encore vivants, c'est formidable. On ne va pas faire un essai en double aveugle randomisé, ça serait non éthique. Donc on va avoir une AMM qu'on va dire conditionnelle. Une AMM, on va tester, on va faire une AMM précoce, quitte à ce que dans la vraie vie, on revienne en arrière si les résultats ne sont pas aussi bons que promis. Et voilà. Donc ça veut dire que le développement, le brevet il dure 20 ans, mais avec une recherche rapide et un développement rapide, au bout de 3-4 ans, le médicament peut être sur le marché. L'espérance de vie du brevet va plus être entre l'AMM et la fin du brevet 10 ans, mais peut être de 12, 13, 14, 15 ans. On le voit avec le Gleevec. Donc là, il y a un vrai problème et je ne sais absolument pas comment nous allons nous en tirer. Ce que je peux dire, c'est que donc, ils ne peuvent plus justifier leur prix par la recherche et le développement. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, vous ne vous rendez pas compte, on se base sur le service rendu. On l'a entendu tout à l'heure, ça évite des greffes hépatiques. Et alors? Est-ce que le bénéfice doit en aller au laboratoire qui n'a rien dépensé ou très peu? 11 milliards, c'est beaucoup, mais ça veut dire que la Sécurité sociale paye une opération boursière quand même là, rembourse une opération boursière. Eh bien, est-ce que c'est logique que l'argent revienne effectivement aux actionnaires de Gilead? Alors, Gilead nous a dit, oh mais non, on n'a rien redistribué aux actionnaires. Ils n'ont rien redistribué, mais le prix de l'action est multiplié par 4 ou 5, donc clairement c'est une forme de redistribution de l'argent. Ce que je veux dire, c'est que quand ils nous disent on paye le service rendu, c'est vraiment la seule industrie qui a le culot de dire ça. Je donne toujours l'exemple de l'airbag. Est-ce que les fabricants d'airbags font payer le prix de l'airbag au nombre de vies sauvées? Non. Ils font payer le prix de quoi? Du développement, de la fabrication, et puis un petit bénéfice pour les actionnaires. Mais ils ne disent pas, on a sauvé 1000 vies, donc ça va vous coûter la peau du cul. Non, ils ne peuvent pas dire ça. Il y aurait une révolte générale. Pourquoi ne se révolte-t-on pas contre l'industrie pharmaceutique tenant ce discours? Sachez que dans les années 50, en France, on mourait beaucoup de tuberculose. Sont apparus des médicaments formidables, la streptomycine, le Rémifon, Précator, PAS, etc. Ces médicaments, ils étaient développés, ils ont été payés le prix du développement. Si les industriels avaient été malins à l'époque, ils auraient dit on va faire payer le nombre d'années de sanatorium évitées, on va faire payer le nombre de morts évitées. Et on aurait continué à mourir en France de tuberculose pendant encore 30 ans. Parce qu'on n'aurait pas pu soigner tout le monde. Or, on a pu soigner tout le monde dès qu'on a eu ces médicaments à disposition. Donc là, il y a un vrai problème, je trouve, éthique qui se pose, et on doit là poser ces questions à l'industrie sans relâche. Je n'ai pas d'autre solution, mais clairement, on va exploser, le système va exploser. J'espère que la bulle explosera avant, parce qu'il faut savoir que les laboratoires ne font plus de recherche. Effectivement, les gros laboratoires, moi quand j'étais jeune, il y avait 50, 60 laboratoires. Il y a 10 big pharma actuellement.
qui se répartissent les choses. Et chacun de ces big pharma mac des petites structures de biotech. C'est-à-dire qu'ils anticipent, ils disent voilà, vous voulez développer un truc, on vous donne 2 ou 3 millions de dollars, en échange de quoi, vous êtes gentil, si jamais ça marche, on a l'exclusivité. C'est comme ça que ça se passe. C'est ça la recherche actuellement. C'est pas autre chose. Et des petits gars font des petites boîtes de biotech et deviennent milliardaires du jour au lendemain, simplement parce qu'ils sont tombés sur le bon produit. Sur 20 boîtes de biotech, il y en a 19 qui n'arriveront pas à terme. Mais il y en a une pour qui c'est le jackpot. Et là, pour le Sofosbuvir, cette boîte s'appelle Pharma7. Et ils ont fait effectivement le jackpot. Mais pour les malades, ce n'est pas un truc terrible. Eh bien, Jean-Paul Vernon, merci beaucoup.